30 juin 1960, 30 juin 2024, 64 ans de dépendance que la RDC vient de totaliser. La question s'est posée, quelle est l'intervention inédite de Papa Simon Kimbangu dans le processus de la décolonisation de la République démocratique du Congo, pays géant au cœur de l'Afrique, dont Dieu a doté de toutes sortes de richesses? Les réponses, c'est sur votre émission Le Profil avec notre invité, Papa John Mambo. Bienvenue. Merci, fidèles téléspectateurs, d'être si nombreux pour nous suivre en ce moment. Dans la première partie, nous allons parler des étapes que la RDC a subies de sa création de l'État indépendant du Congo au Congo belge, lesquels Papa Simon Kimbangu a intervenu. Sur ces plateaux, nous avons toujours notre invité répondant au nom de Papa John. Avec lui, nous allons ramasser la deuxième partie de cette émission qui sera purement consacrée à l'intervention de Papa Simon Kimbangu. Bienvenue, Papa John. Merci, Papa Glody. Papa John, j'espère que vous avez suivi comment j'ai récapitulé aux téléspectateurs la première partie de notre émission. Alors, la question que nous allons commencer avec ce soir, nous voulons savoir comment Papa Simon Kimbangu a intervenu dans le processus de la décolonisation de la République démocratique du Congo. C'est comme je dis la fois passée. D'abord, merci de m'avoir réaccordé la parole. Je vous en prie. Merci. Donc, c'est comme je dis la fois passée. Papa Simon Kimbangu a intervenu depuis 1921. En fait, quand il a reçu l'ordre par le Seigneur Jésus-Christ de débuter le ministère, ce ministère avait comme objectif premier, évidemment, de décoloniser les Africains, de décoloniser le peuple noir. C'est comme ça qu'en Banzasanda, le 10 septembre 1921, il va dire, et les internautes, les téléspectateurs peuvent lire, parce que cette prophétie existe, cette fameuse prophétie de Banzasanda, qui date du 10 septembre 1921, dans laquelle il disait clairement qu'il a été envoyé pour libérer le peuple Congo. Dans laquelle il dit clairement qu'il a été envoyé pour libérer tout le peuple noir. D'accord? Sa mission n'était pas seulement pour la RDC, mais pour toute la race noire. Oui, c'est comme ça qu'aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, en réalité, il est le père, non seulement de l'indépendance du Congo, mais des indépendances africaines. D'ailleurs, on parle de lui comme le libérateur de tous les peuples opprimés de la terre. Vous voyez, le libérateur de tous les peuples opprimés de la terre. Parce que le processus qu'il avait déclenché a conduit à la décolonisation de tous les peuples opprimés de la terre. En commençant par? En commençant, bien entendu, disons, non, en commençant par le peuple de l'Asie, ensuite le peuple de l'Afrique. Parce que souvenez-vous, en 1956, il y a eu l'organisation d'une très grande conférence, la conférence de Bandung, dont les travaux ont été restitués lors de la conférence panafricaine d'Accra, à laquelle Lumumba a pris part, et à son retour, Lumumba a déclenché ce qu'il avait déclenché. Donc, le processus commence par ceux de l'Asie pour arriver vers ceux de l'Afrique. Mais c'est le sud global, c'est le concept qu'on appelle aujourd'hui. C'est le sud global en fait. Le concept d'autrefois était le tiers-monde. Ça veut dire que le monde était divisé en deux. Il y avait le bloc des pays développés, mais ensuite les tiers-monde, c'est-à-dire les pays qui étaient économiquement pauvres, les pays qui étaient le moins développés. Le terme que l'ancien président de la RDC, Mobutu, qui n'a jamais voulu entendre de ses oreilles. Oui, bien sûr. Oui, c'était bien pour le président Mobutu de mettre son avis en tant qu'un chef d'État libre, libre de toute opinion. Mais toujours est-il que toutes les tendances internationales avaient déjà adopté tous ces concepts-là. Donc, vous disiez que nous n'en voulons pas, ou nous en voulons, ça n'allait rien changer, en fait, en réalité. Donc, j'ai parlé donc de cette prophétie, du 10 septembre 1921. Quand vous regardez, d'ailleurs, merci, parce que quand vous dites que en fait, en Banzasanda, quand vous lisez cette prophétie, vous comprenez qu'il a été, justement, sa mission était
de libérer tout le peuple. Tout le peuple s'opprimait de la terre, que ce soit les Noirs ou des autres races, mais exclusivement les Noirs d'abord. Okay. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que dans la prophétie, il dit que parce qu'il n'y a eu aucune race qui n'a été autant maltraitée, autant humiliée que la race noire. Vous comprenez? Donc, le processus commence en 1921. Il reçoit donc de son maître, le Seigneur Jésus-Christ, la mission de libérer les peuples opprimés de la terre, mais en commençant par la République démocratique du Congo, Congo belge jadis, qui devrait être bastion, d'où les processus de l'indépendance devraient être lancés. Et ce processus était effectivement lancé. Alors, pour ce qui concerne son implication, parce que des fois, il y a des gens qui vous n'êtes pas l'unique personne qui pose cette question. En 1960, lorsque le Congo accède à l'indépendance, lorsque les pays africains commencent à accéder à leurs indépendances, Papa Simon Kimbangu, sur le plan physique, n'est plus là parce qu'il a disparu physiquement le 12 octobre 1951. Okay. Je voudrais également ouvrir une parenthèse pour que les amis qui nous suivent, pour que les gens arrivent, parce que vous voyez, il y a une difficulté qui s'installe toujours dans notre processus de raisonnement quand il est question de parler de ce processus, d'abord en rapport avec Papa Simon Kimbangu. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de concilier la personne ou bien le personnage Tata Kimbangu à sa réelle identité. Est-ce que vous comprenez? Tiens, je vais nous éclaircir. Je vais éclaircir. En 1958, lorsque Papa Kisolokele Charles revient de l'exposition internationale de Bruxelles, en fait, il revenait d'un test que les Belges avaient organisé. En marge de l'organisation internationale de Bruxelles, c'était en 1958. Il va comme ça donner un banquet dans lequel beaucoup en fait, des pionniers de l'indépendance, ce qu'on appelle entre guillemets les pères des indépendances que nous connaissons aujourd'hui, ont pris part. Lumumba lui-même n'était pas là, il s'était fait représenter par Papa Kachamura. Boutaboli Congo était là, il y avait donc Papa Cléophas et il n'était pas là. Au cours en fait, de ces banquets, Papa Kachamura va dire quelque chose de très important. Laquelle? Il va dire par exemple que nous, notre chef, c'est-à-dire Emery Patrice Lumumba, nous dit toujours que c'est Charles Kisolokele qui doit devenir président de la République. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que lorsque Emery Patrice Lumumba est à Jadotville, d'accord, à Lukasi, quand il était arrêté, dans sa prison, il va voir Tata Kimbangu qui va venir lui donner des instructions et lui annoncer effectivement qu'il allait être libéré pour rejoindre les autres pionniers de l'indépendance à la table ronde. D'où est-ce que je tiens toutes ces révélations? Il y a Papa Elongo Joël, et à son âme, qui est déjà décédé, que j'ai interviewé en 2010 pendant le cinquantenaire des indépendances. Parce que lui, Papa Joël, il fut le secrétaire de Lumumba, je pense. Il était le secrétaire de la base du MNC Kindu. Okay. Donc, lorsque Lumumba et Kasavubu font leur tournée et qu'ils se font refuser l'atterrissage par Tchombe, ils ont fait escale à Kindu. Et c'est à partir de Kindu que Lumumba va en fait envoyer un télégramme au secrétaire général des Nations Unies d'Adamajor pour solliciter l'envoi des casques bleus ici. D'abord, Papa John, puisque vous avez parlé de l'arrestation de Lumumba, qui devrait normalement être ensemble avec ses collaborateurs là où il partait à la table ronde. Comment il s'est fait arrêter? En fait, lorsqu'il revient, waouh, on va vite en besogne, mais on va revenir là-bas. Puisque c'est une question, je devrais normalement dire que j'y arriverai, mais je vais rapidement poser ça. C'est-à-dire, lorsqu'il revient de Accra, quand il est revenu de Accra, où il a assisté à cette conférence panafricaine organisée par Kwame Nkrumah au Ghana, il fait un premier meeting, ensuite un deuxième meeting à Likasi. Il est arrêté à cause de ce meeting. Parce qu'il était en train de dire que non, mais attendez, c'est parce que les Belges disent ici. Les Belges sont en train de nous endormir. En réalité, la décolonisation, l'indépendance n'est pas un don, mais c'est un droit. Pourquoi?
Eh bien, simplement parce qu'il y avait un cadre juridique institué par les puissances, d'accord, disons, dans les Nations Unies. D'accord. J'ai parlé la fois passée, de la conférence de San Francisco, d'accord, à l'issue de laquelle l'Organisation des Nations Unies, l'ONU telle que nous la connaissons, a vu le jour. Et il y a eu en 1948 l'institution de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord. Il y a, je pense, à son article 7, si je ne m'abuse, il y a donc ce principe d'égalité pour chaque peuple, le droit pour chaque peuple à se prédisposer de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination. C'est cela le droit dont parlait Lumumba. Donc, ce cadre a été institué depuis 1948, mais personne n'en savait rien. Ici au Congo belge, personne n'en savait rien du tout. Surtout qu'il y a eu un autre cadre institué par les Belges, le plan Van Bilsen, qui ont fait recommander la décolonisation du Congo, mais dans 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais Lumumba, lorsqu'il va aller maintenant à la conférence panafricaine d'Accra, organisée par Kwame Nkrumah au Ghana, quand il revient, en fait, il revient avec un bagage suffisant sur le plan juridique. Je veux dire, il s'amène avec un arsenal suffisant, d'accord, juridique, pour combattre les Blancs. Pas pour combattre les Blancs, mais pour revendiquer les droits. Parce que vous ne pouvez pas revendiquer les droits sur base d'aucun soubassement. C'est comme ça qu'il a commencé, à son retour, à animer des meetings. Le premier, c'était ici à Léopoldville, où il disait que l'indépendance n'était pas un cadeau de la Belgique, mais c'était un droit. Donc il continue avec le même discours, mais voilà que lorsqu'il arrive de l'autre côté, il est arrêté et puis tout de suite envoyé en prison. Je raconte cette histoire de la prison simplement pour te montrer que comment est-ce que lui qui était en prison en 1958 se voit avec Tata Simon Kimbangu alors que celui-ci était déjà décédé en 1951. Mais du moins, c'est la difficulté dont je disais au départ, c'est-à-dire qu'il y a difficulté dans le chef de tout Congolais, dans le chef de certains Africains, même si les Blancs les savent aussi de façon limpide que nous, de concilier le personnage Simon Kimbangu à son identité spirituelle. Et dans l'histoire du processus de la décolonisation du Congo, il y a donc des chapitres importants qu'on essaye, que certaines personnes, certaines tendances essayent de taire, d'accord, qui sont essentiellement spirituels. Vous comprenez? Parce que, je vous donne la parole, pardon, parce que, en fait, le personnage Simon Kimbangu était un personnage mystérieux. Était un personnage omnipuissant, laissez-moi le dire comme ça. C'est comme ça qu'il pouvait transcender les décennies, les générations, pour se retrouver ici et là. D'ailleurs, on peut le prouver parce qu'il y a des rapports des Belges qui même dans les narratifs collectifs, qui au fait comptent bien, à merveille même, ce qui s'est passé en 1921 et en 1940. C'est-à-dire, Papa Kimbangu, on pouvait l'arrêter ici et là-bas, et il pouvait apparaître comme ça à plus d'un endroit à la fois. Donc, il est décédé en 1951, le 12 octobre, mais il se croise avec Lumumba en prison. Mais non, j'étais en train de parler de Papa Elongo Joël. C'est Papa Elongo Joël qui me raconte cette histoire. Il a été chargé justement en tant que secrétaire de MNC Paz Kindu d'aller avec un certain monsieur Ntumbu Dominique pour aller envoyer le télégramme, d'accord, dicté par Lumumba, pour envoyer le télégramme au secrétaire général d'Aga Major des Nations Unies à ce moment-là, pour solliciter l'envoi des casques bleus au Congo. Mais à leur retour, lui, Mbouta, Elongo Joël et Ntumbu Dominique, ils vont être surpris de voir le Premier ministre en train de pleurer, en train de verser des larmes. Il lui pose la question sur des larmes qu'il... alors il dit, j'ai signé mon arrêt des morts. Et ils lui disent, mais non, vous ne pouvez pas. Et vous savez, Emery Patrice, il était un colosse, hein? Vraiment, il était un homme charismatique. Il était lancé de taille, c'était un homme qui frappait par le regard. Mais il était en train de pleurer. Mboutelongo Joël lui dit, mais vous pleurez? Mais il a dit, non, je viens de signer ma mort. Pourquoi?
Alors c'est cela le secret que je voudrais partager avec tout le monde, avec vous, pour démontrer la dimension de Tata Simon Kimbangu. La dimension hautement spirituelle de Tata Simon Kimbangu. Lumumba va dire à ses deux interlocuteurs que Simon Kimbangu lui avait donné 5 conditions quand il était en prison. Ah bon? Quelles sont ces Et conditions? parmi les conditions, il ne devrait pas solliciter l'intervention des troupes étrangères au Congo. Mais il a fait. Il l'a fait parce qu'en fait, il était coincé. Il était coincé, mais conscient de son acte, fortement conscient de son acte, il savait. Sachant qui était Tata Kimbangu, il savait. Papa John, vous continuez. Papa John, la question que j'allais poser, parce qu'on est en train de parler de Lumumba en ce moment, quelle était d'abord la relation physique de Lumumba avec Papa Simon Kimbangu, puisque les deux sont tous des Congolais et ils ont lutté pour l'indépendance de la République. L'histoire de la RDC contient des chapitres mystiques et spirituels. Okay. C'est comme ça qu'en fait, c'est avec beaucoup de précautions, c'est avec beaucoup de tact que l'Occident s'approche vers nous, mais nous ignorons notre propre identité. J'ai dit lors du volume passé, du premier volume, pourquoi Léopold II et les gouverneurs généraux Rothman devraient, en tout cas chacun à tour de rôle, rappeler aux missionnaires qui étaient venus que ce peuple ici, le connaissent déjà Dieu. C'est connaître Dieu pour le peuple Congo que nous sommes, nous tous, la RDC, l'Angola, le Congo-Brazza, du Congo-Angola, du Congo. En fait, les Muntu Congo connaît Dieu dans son ADN. Et donc les Blancs le savaient. Donc ce peuple qui connaissait déjà Dieu, c'est-à-dire qu'entretenait des rapports, si vous voulez, métaphysiques avec cet autre être supérieur, créateur de l'univers et de tout ce qui existe. Mais non. Papa John, vous allez continuer. Il y a eu une question à laquelle je n'ai pas répondu. Il n'y a pas eu de contact, à moins que je ne m'abuse, il n'y a pas eu de contact historique aussi extraordinaire sur le plan physique que celle, d'accord, à travers lequel Lumumba était né. C'est-à-dire que lorsque Lumumba est né, la première personne qui prend Lumumba entre ses bras, c'est Tata Kimbangu en 1928. Vous comprenez? En tout cas, si je ne m'abuse, il est né entre 1925 ou 1928. Quand il est né, c'est Tata Kimbangu qui le prend entre ses bras. Mais Papa Kimbangu est du Congo central, le Lumumba est du Kassai. Laissez-moi terminer. Mais je vous parle de Papa Kimbangu, cet être mystérieux, d'accord, omniprésent, qui était en fait multidimensionnel. Okay. Vous comprenez? Quand on est à 1900, mais c'est comme ça que j'insiste, pour que les gens comprennent et suivent très bien les pages, les chapitres que nous allons développer, qui concernent le processus de la décolonisation du Congo. Il faut que les Congolais en fait, maîtrisent d'abord ce que je suis en train de dire et comprennent que Tata Kimbangu n'est pas une personne ou bien un personnage tel que nous le percevons. Tel que nous le percevons. Nous sommes en 1928, donc Lumumba né, d'accord. Mais Tata Simon Kimbangu était arrêté en 1921. C'est-à-dire quand on est en 1928, Tata Kimbangu il est où? En prison. Mais il est déjà en prison. À Lubumbashi. Mais alors que vous savez les contemporains de Tata Kimbangu à ce moment-là, en fait, c'était dans leur quotidien. En fait, ils ne s'étonnaient plus de savoir que Tata Kimbangu pouvait se manifester. Okay. Est-ce que vous comprenez? Tata Kimbangu pouvait se manifester dans plus d'un endroit à la fois. Vous voyez un peu ça? Ouais. Donc, il y a eu donc cette histoire qui entoure les circonstances, qui pas les circonstances, mais l'histoire sur la naissance de Patrice Emery Lumumba. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il naquit, Papa Simon Kimbangu le prend entre ses bras, et puis il y a eu éclipse. D'accord? Il y a eu éclipse pendant des heures. Je vous assure. Il y a eu des éclipses pendant des heures. Parce qu'en fait, quand il a pris l'enfant, il s'est isolé avec l'enfant pendant longtemps. Et puis quand il revient, alors la lumière aussi revient. Et puis il le remet à sa maman. Papa John, quelle est la source fiable de ce que vous parlez tout de suite là? Ce sont ses propres enfants. Parce qu'on aimerait entendre des choses
lesquels a de traçabilité. En ok, fait. il n'y a pas de problème. C'est son propre fils. Et puis l'église kimangiste est un perso extraordinaire des secrets d'État du Congo. Donc j'en sais un peu et donc j'en parle. Voilà en plus un autre. Vous savez pourquoi est-ce que les Belges ont procédé à l'assassinat de Lumumba? Pourquoi? De la même manière que Papa Simon Kimbangu. Pourquoi? Lui plongea dans un tonneau plein d'acide. Parce qu'en fait, il pensait que c'était lui. Mais apparemment, c'était les mêmes méthodes parce qu'ils ont essayé avec Papa Kimbangu. Ils ont essayé en plus avec qui? Avec Papa les Belges. Qui encore les Belges? Avec Lumumba. Ils l'ont fait. Non, justement de Lumumba. Non, pourquoi j'ai dit ça? Ils l'ont fait avec Papa Kimbangu, mais ils n'ont pas réussi. Parce que Papa Kimbangu est sorti du tonneau. Oui, donc il n'était pas certain que le Lumumba en question ils ont pris était seulement le Lumumba ordinaire. Il pensait, et donc là je parle encore des manuscrits, les manuscrits de la prophétie de 10 septembre 1921 ne parlent pas seulement de la décolonisation des peuples noirs, mais parlent également du retour de Papa Simon Kimbangu. Donc les Belges étaient un tout petit peu certains, quelque peu convaincus que ce personnage politique était apparemment une manifestation de Tata Kimbangu. Est-ce que vous comprenez? Donc pour être sûr que ce n'était pas... Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait Lumumba, tout ce qu'on retient de Lumumba aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait. Il a fait une tournée et tout. Non, Lumumba c'était un homme mystique aussi. Mais la source de son mystique, que lui-même d'ailleurs ne maîtrisait pas, c'était en fait les sanctuaires du Congo, c'était Papa Simon Kimbangu. En fait, il a consacré cet enfant à la politique. Est-ce que vous comprenez? Il a pris l'enfant, il s'est éloigné avec l'enfant. Il y a eu une sorte d'éclipse parce qu'en fait, le ciel s'était obscurci. Quand il revient, et puis le jour revient, et il redonne l'enfant à sa mère. Maintenant, Lumumba pouvait également, comme Papa Simon Kimbangu, se retrouver à plus d'un endroit à la fois en train de prononcer des discours. Oh bon? Mais je vous dis, c'est comme ça qu'en fait, le Belge pensait que Lumumba était une sorte de réincarnation de Kimbangu. Donc, pour être certain qu'il l'avait vraiment physiquement éliminé, ils vont procéder de la même manière qu'en 1921. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un tonneau, ils vont le dissoudre dans les tonneaux et tout et tout. Et donc, à partir de là, vous savez pourquoi est-ce que l'un de ces bourreaux a gardé sa dent? Pourquoi? Mais parce que en fait, et puis, le gars en question, le flamand, il dit, eh bien... si Lumumba revenait, il aurait une dent manquante. Une dent de moins. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi devrait-il dire qu'il y a des gens qui croient que Lumumba devrait revenir et que s'il revenait effectivement, il devrait avoir une dent de moins? Pourquoi? Mais parce que dans le narratif commun de Belges à ce moment-là, ils étaient aussi convaincus que Lumumba devrait revenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient convaincus que Lumumba était la réincarnation politique de Tata Kimbangu. Donc, pour clore ce chapitre ici, c'est donc Papa Elongo Joël qui m'en a parlé en 2010, lors du cinquantenaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. D'accord? Lumumba a dit que Papa Simon Kimbangu lui avait donné 5 conditions. Vous avez parlé donc des contacts physiques. Le deuxième contact physique historique, c'est ce que je suis en train de révéler maintenant. Vous n'avez pas cité toutes les 5 conditions, vous avez parlé de deux, je ne veux pas parler de toutes les 5 conditions, j'en connais 3. Mais j'en parle que je veux parler seulement d'une seule. D'accord? Je ne veux pas révéler les autres, je sais pourquoi. Donc, j'en connais 3, je n'en connais pas 5. Donc, il ne devrait pas faire appel aux troupes étrangères pour intervenir au Congo. Il a signé son arrêt de mort. Cette histoire, je la raconte pourquoi? Je la raconte pour que nous, communs de mortels congolais, sachons que Papa Kimbangu, arrivions à concilier le personnage physique au personnage spirituel. Parce que c'est important pour la compréhension dans la suite du processus de la décolonisation de notre pays. On est bien d'accord? Donc voilà ce qui s'est passé. C'était pour démontrer que Tata Kimbangu avait donc le pouvoir de se manifester, d'accord, et de transcender des générations. Maintenant, Tata Kimbangu déclenche ce processus. C'est en 1921. On est d'accord qu'il déclenche le processus pour la décolonisation, pour la libération. C'est donc
en fait, met pied dans un terrain politique, hautement politique. Comme j'ai parlé la fois passée, comme je l'ai dit la fois passée, au premier volume, oui. C'est-à-dire que, en disant l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. En disant que les blancs rentreront chez eux et que nous serons nous-mêmes maîtres dans notre propre pays. Papa Simon Kimbangu était en fait en train de parler d'un nouvel ordre politique à venir au Congo. C'est de la politique. Est-ce que cette nouvelle ordre politique est déjà au Congo? Cette nouvelle ordre politique est déjà au Congo, mais on le sent pas. Mais j'explique, mais sans sa substance spirituelle. Il faudrait quoi maintenant pour qu'on ait cette substance spirituelle? Il faudrait que l'église kimbanguiste, effectivement, remplace l'église catholique comme église d'État. C'est cela la substance des... Je ne sais pas si j'ai dit ça la fois passée. C'est-à-dire que j'ai dit, Papa Glody, j'ai dit que la colonisation avait 3 axes. Il y avait la politique, il y avait le commerce, et puis il y avait la religion. Donc, comprenez par la religion, la spiritualité, tout ce que vous voulez. Donc, l'église catholique qui est venue et qui est devenue par la suite, en 1905, à l'issue des accords signés entre le Vatican et l'État indépendant du Congo, les partenaires privilégiaient l'église d'État coloniale. Il faut aujourd'hui que... Oui, c'est-à-dire en devenant les partenaires de l'État colonial, l'église catholique s'est dressée comme sanctuaire de la colonisation. Sanctuaire de la colonisation. Sa substance première, sa substance vitale. Et donc maintenant, lorsqu'on accède à l'indépendance, les acteurs politiques de l'époque, le père de l'indépendance, entre guillemets, ont refusé de substituer l'église kimbanguiste, de substituer l'église catholique par l'église kimbanguiste. Parce que la colonisation avait son sanctuaire, évidemment la libération, l'indépendance devrait avoir également son sanctuaire. Donc ce nouvel ordre politique est arrivé, bien entendu, mais sans sa substance première, sans sa substance spirituelle. C'est comme ça que nous avons des institutions. Papa John, est-ce qu'on ne peut pas donner la raison aux Belges qui avaient dit que avant l'indépendance est égal après l'indépendance? Effectivement, c'est le général Janssens qui a dit ça. Que avant l'indépendance était égal à après l'indépendance. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que nous avons acquis, d'accord, les institutions dans ce nouvel ordre politique sans sa substance première, sans sa substance spirituelle, qui est l'Église qui devrait en fait être partenaire privilégié du jeune État congolais indépendant. Mais Papa Simon Kimbangu était spirituel. Pourquoi il ne pouvait pas commencer d'abord par nous doter de l'indépendance spirituelle et enfin chiter l'indépendance physique? Non. Puisque lui n'était pas politique. Non, en fait, l'indépendance spirituelle, le domaine de l'esprit, c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le domaine de la politique, c'est l'État. Vous comprenez? L'église kimbanguiste, qui est en fait, qui se veut être le sanctuaire de la décolonisation du Congo, alors que l'église catholique est le sanctuaire, ou était le sanctuaire de la colonisation du Congo, donc nous sommes au Congo belge, a accédé à sa reconnaissance officielle, comme si on pourrait dire à son indépendance, le 24 décembre 1959. C'était bien avant l'accession à l'indépendance. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire que la voûte spirituelle était déjà acquise, parce que le mouvement d'éveil spirituel qu'il a déclenché en 1921, qui a conduit, d'accord, qui a mené ce processus, qui était la colonne vertébrale si vous voulez, du processus de la décolonisation, s'est transformé vite en une église. Et cette église, c'est celle qu'on appelle l'église kimbanguiste. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, il était important. Il était important chez les politiques d'affirmer ouvertement qu'ils avaient un nouveau partenaire de l'État, du jeune État congolais, qui naissait en 1960. Parce qu'en fait, le président Kasavubu, et il était préparé par Papa Joseph Diangenda. Parce que Papa Joseph Diangenda lui avait dit, aujourd'hui, le roi arrive au Congo. Le roi qui arrive, c'est le roi Baudouin, c'était le 29 juin 1960, un jour avant la déclaration de l'indépendance du 30 juin 1960. Papa lui dit, aujourd'hui, on te posera la question, et 3 fois,
garde-toi de dire l'Église catholique. Parce qu'on te demandera, on te posera la question sur quelle est l'Église qui sera partenaire, qui va accompagner le nouveau État indépendant. Vous diriez l'Église kimbangiste. Vous savez pourquoi? Mais c'est à cause de ce que je suis en train de développer maintenant. Parce que l'Église catholique étant le sanctuaire de la décolonisation, ne pouvait plus continuer alors que nous étions décolonisés. Alors papa lui avait dit, tu diras l'Église kimbangiste. Alors, au Palais de la Nation, le 29 juin, lorsque le roi Baudouin arrive, le président l'accueille, toutes les délégations sont là, les acteurs politiques sont là, ils sont fraîchement d'ailleurs de la table ronde. Il y a Monseigneur Le Tienne qui apparaît et qui pose cette question, et à 3 reprises, devant les officiels belges et devant les officiels congolais. Quelle était l'église qui devait accompagner l'État congolais? Et le président Kasavubu, je m'excuse, comme il était catholique, il a dit l'Église catholique, l'Église catholique, l'Église catholique. Or, le malheur est que, comme l'Église catholique était le sanctuaire de la colonisation, en mentionnant en fait l'Église catholique, le président Kasavubu, voilà, donc le président Kasavubu avait reconduit la colonisation sous une nouvelle forme. Voilà. C'était maintenant une colonisation de la religion, en fait. C'est en fait ce qu'on appelle le néocolonialisme qui a gangréné le continent africain pendant 50 ans. Mais Mbouta Kanza était mécontent. J'ai même la photo où il a saisi Kasavubu par sa veste. Et quand dans le couloir, alors il y a eu... Parce qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de la trahison du président Kasavubu, vous comprenez? Les gens ne savent pas ce qui s'est passé à partir de la table ronde et lorsqu'ils arrivent le 29 juin 1960. Mbouta Thomas Kanza dit, vous ne savez pas ce qu'il a fait, il nous a ramené encore à l'indépendance et ça durera 50 ans de plus. Il avait décidé de rentrer. Mais aujourd'hui, la RDC totalise 64 ans d'indépendance. Bien sûr. Est-ce que le partenariat de l'Église catholique et l'État congolais n'a-t-il pas prouvé d'insuffisance? Bien sûr, ça prouve de l'insuffisance, mais sur le plan juridique. Est-ce que les accords qui avaient été signés, parce que vous savez qu'en droit, il y a, et en politique, il y a le principe de la continuité de l'État. Est-ce que vous comprenez cela? Les affaires continuent. Dès lors qu'elles ne sont pas abrogées. C'est-à-dire qu'il y a des accords. Si aujourd'hui l'Église catholique monte très souvent au créneau, parce qu'en fait, elle sait sur quoi elle est assise. Vous voyez un peu ça? Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui est intitulée l'intervention de Papa Simon Kimbangu sur la décolonisation de la République démocratique du Congo. Nous étions là avec Papa John Mambou. Papa John, nous vous remercions pour ce temps que vous nous avez accordé ce soir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par les remerciements de Papa John que nous nous séparons avec vous. Mais n'oubliez pas, veuillez nous laisser vos commentaires et d'autres questions lesquelles pouvaient être bénéfiques pour cette émission. Donc Papa John est là toujours pour répondre. Au revoir et à la prochaine.